Bienvenue dans Africa News Today, votre rendez-vous d'information hebdomadaire. Je suis Edwige Ouamanissa et voici les titres. Depuis avril 2023, la guerre au Soudan a fait plus de 10 000 morts. Les enfants, premières victimes, affluent chaque jour dans les hôpitaux, marqués par la violence. La République démocratique du Congo également en crise. Le groupe armé M23 progresse à l'Est avec le soutien du Rwanda. Jean-Pierre Lacroix, numéro 2 des opérations de paix de l'ONU, en visite au Nord Kivu, a appelé au retrait des forces étrangères. Et clap de fin pour la 29e édition du FESPACO, le grand rendez-vous panafricain du cinéma qui s'est clôturé samedi. L'étalon d'or a été remporté par le Burkinabé Dani Kouyaté pour Katanga, la danse du scorpion. Depuis avril 2023, le Soudan est en guerre entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan, chef du conseil de transition, et les forces de soutien rapide dirigées par le général Mohamed Hamdan Daglo. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts et plonge le pays dans une crise humanitaire sans précédent. Dans les hôpitaux, les enfants blessés affluent, victimes collatérales d'un conflit qui les dépasse. Reportage sur une tragédie silencieuse. À l'hôpital d'Omdurman, cet enfant crie de douleur à cause des brûlures sévères qu'il a subies lors d'une explosion. Sa mère a également été brûlée en tentant de mettre sa sœur à l'abri. L'hôpital est submergé par des enfants souffrant des conséquences de la guerre soudanaise, qu'il s'agisse de blessures dues au combat, de maladies ou de la faim. Le nombre total de blessés arrivés ici est de 150 et ce sont tous des enfants. Les enfants se retrouvent pris au piège entre les deux camps, portant ainsi le fardeau le plus lourd de ce conflit. Il ne prend pas de poids et ses frères sont devenus violents. Ils sont obsédés par les bagarres et notamment les armes. L'armée soudanaise intensifie ses efforts pour reprendre la capitale Khartoum des mains des forces paramilitaires de soutien rapide. Bien que le territoire soit progressivement reconquis, cela se fait au prix d'énormes pertes humaines et matérielles. Nous sommes des adultes. Nous sommes des adultes. Nous avons trouvé tout ce dont nous avions besoin dans ce monde. Mais pourquoi ont-ils été impliqués? Ils étaient innocents. Le conflit est marqué par des atrocités, incluant des meurtres et des viols motivés par des raisons ethniques, selon les Nations Unies et les organisations de défense des droits humains. Et pour mieux comprendre la situation au Soudan, nous recevons Marc Lavergne, chercheur émérite au CNRS et spécialiste de la Corne de l'Afrique. Bonjour Marc et merci d'être avec nous. Comment le Soudan a-t-il basculé dans cette catastrophe humanitaire ? Écoutez, c'est une longue histoire, mais on va dire qu'il y a eu d'abord en 2019 une révolution, une transition démocratique, mais l'armée a repris le pouvoir. L'armée est au pouvoir depuis l'indépendance du Soudan en 1956 et elle a contre elle aujourd'hui des gens qui étaient ses supplétifs, les forces de soutien rapide, qui sont en fait des gens qui aidaient l'armée sur des terrains où l'armée n'était pas à l'aise. Finalement, c'est une compétition entre deux groupes armés qui veulent s'accaparer les richesses du pays. L'armée, elle est propriétaire du Soudan en quelque sorte et elle compte sur les ressources pétrolières en particulier, dont une partie sont maintenant au Sud-Soudan, mais il en reste au nord. Et les rebelles, entre guillemets, qui ne sont pas des rebelles, mais d'anciens complices, eux, contrôlent les mines d'or, les ressources en or du pays. Alors, derrière ça, il y a une différence aussi, qui est que l'armée, c'est un corps structuré avec des officiers, etc., alors que les autres, c'est un groupe de jeunes, en quelque sorte, qui n'ont pas d'autres ressources que de piller, de voler, d'attaquer les convois, de contrôler les trafics à la frontière du Tchad. Donc, ce sont des gens qui sont en compétition, en réalité, pour prendre le pouvoir au Soudan, mais pour piller le Soudan. Une charte a été signée à Nairobi le 22 février pour créer un gouvernement parallèle. Quel poids cela peut-il avoir sur le rapport de force et peut-elle mener à une sortie de crise ?
Cette initiative, elle gêne un peu les militaires qui se sont constitués en gouvernement provisoire qui est installé à Port-Soudan sur la mer Rouge et qui a un soutien un petit peu institutionnel parce qu'il y a des ministres, parce qu'il y a un semblant d'administration et donc vis-à-vis des pays étrangers, c'est important. Mais les autres qu'on appelle les rebelles, mais enfin ce groupe d'opposition, il comprend des gens très différents, des groupes civils, des groupes religieux, et puis ces bandits, en quelque sorte, qui pillent le pays. Et tout ça essaye de se donner une légitimité à Nairobi pour être reconnu à l'étranger, pour avoir la reconnaissance de pays qui ne veulent pas des militaires au pouvoir, et puis obtenir de l'aide et montrer que ce sont des gens crédibles, en quelque sorte. Hein. Donc il y a cette différence aussi régionale, parce que l'armée, elle est fondée sur des gens qui sont de la vallée du Nil, qui était le cœur du pays, et puis les autres sont des gens des périphéries, du Darfour, des monts Nouba, de l'Est, des montagnes de la mer Rouge, qui étaient toujours négligés et abandonnés par le pouvoir central. Donc il y a aussi cette dimension-là qui joue, qui est à la fois une revanche des périphéries contre le centre, mais on s'aperçoit qu'à Nairobi, on a des gens qui représentent tous ces groupes qui ne sont pas forcément arabes, qui sont tous musulmans, mais beaucoup de souches africaines avec des langues africaines, etc., mais aussi les intellectuels et les partis politiques traditionnels de la vallée du Nil, les frères musulmans comme les communistes, les libéraux, les démocrates en quelque sorte, qui ont été chassés par les militaires du pouvoir. Merci beaucoup pour votre éclairage. Mais je vous en prie, ce fut un plaisir et au revoir. Autre crise majeure en Afrique, la République démocratique du Congo, en proie à des violences persistantes à l'est du pays. En visite à Béni, dans la province du Nord Kivu, Jean-Pierre Lacroix, numéro 2 des opérations de paix de l'ONU, a réaffirmé l'engagement des Nations Unies pour la stabilité de la RDC. Le chef des opérations de paix de l'ONU était vendredi à Béni, où il a réaffirmé l'engagement des Nations Unies à soutenir la République démocratique du Congo dans sa quête d'une paix durable. Au cours de sa visite, il a souligné l'importance de la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui appelle à un cessez-le-feu immédiat. Nous avons parlé de la situation générale résultant de l'offensive du M23, avec le soutien des forces armées rwandaises et les conséquences catastrophiques dans de nombreux domaines, et notamment des domaines humanitaires, économiques et sociaux. Et les messages importants qui tiennent notamment à la nécessité critique de mettre en œuvre la résolution 2773 du Conseil de sécurité, qui est une résolution adoptée à l'unanimité par les membres du Conseil de sécurité et qui contient des messages fondamentaux. Respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, nécessité impérative d'un cessez-le-feu, nécessité de mettre en œuvre tous les engagements qui ont été pris dans le cadre des efforts diplomatiques, en particulier résultant des processus de Luanda, de Nairobi. Bien sûr, ça doit comprendre un retrait des forces étrangères. Béni est devenue provisoirement la capitale provinciale du Nord Kivu après que le M23 et ses alliés rwandais se sont emparés de la ville de Goma il y a plusieurs semaines. La 29e édition du FESPACO, le grand rendez-vous panafricain du cinéma, s'est clôturée samedi dernier. Malgré un contexte sécuritaire tendu, le cinéma africain a brillé à Ouagadougou. Et c'est le Burkinabé Dani Kouyaté qui a remporté l'étalon d'or du Yenaga avec son court-métrage Katenga, la danse du scorpion. Autre œuvre marquante, le film du Nigérian Babatunde Apolao, retour sur une édition engagée et haute en couleurs. Dans un contexte sécuritaire tendu, la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou s'est illustrée par son inventivité et son ouverture d'esprit. Parmi les films en compétition, All Colors of the World are Between Black and White du réalisateur nigérien Babatunde Apollo. Cette œuvre d'une grande finesse explore la complexité d'une relation homosexuelle dans le Lagos actuel. D'abord, j'étais surpris, puis choqué, mais aussi très enthousiaste. Ce sentiment de surprise venait du fait qu'après avoir soumis ma candidature, j'avais appris qu'un projet de loi visant à pénaliser l'homosexualité
venait d'être déposé, ce qui m'a fait douter de l'impact que cela pourrait avoir sur la sélection. Mais quand mon film a finalement été retenu, j'ai ressenti une immense joie et une grande fierté. Les Invertueuses a aussi suscité de vives réactions, tant dans le public que dans la presse. Dans mon film, qui est un film sur l'autodétermination de la femme à disposer de sa vie, à disposer de ses idées, eh bien, dans ce film qui est incarné par une grand-mère de 65 ans qui a encore des sentiments amoureux pour son amour de jeunesse et par sa petite fille de 16 ans qui croit en la liberté et qui se bat et pour sa grand-mère et pour sa cause à elle, eh bien, notre société, cette même société qui donne encore des filles de 15 ans, 16 ans, 17 ans en mariage à des personnes de 65 ans et ça ne choque personne, cette même société dit que si une femme de 65 ans a des sentiments ou du désir, c'est sale, c'est invertueux. Le comité de sélection du FESPACO revendique son indépendance totale et assure ne subir aucune pression. Jamais on a eu quelques contraintes sur toute question morale, politique, religieuse, etc. Et d'ailleurs, on n'accepterait pas de faire ce travail s'il y avait cette contrainte. Et nos discussions, très chaudes, sont sur la qualité artistique de l'œuvre. Et ça se limite à ça. Ainsi, le FESPACO affirme sa volonté de célébrer la créativité cinématographique sans compromis. Et comme chaque semaine dans Africa News Today, voici les événements à suivre sur le continent. Le Ghana se prépare à célébrer son 67e anniversaire d'indépendance ce 6 mars. Un moment de fierté nationale qui rappelle le rôle pionnier du Ghana dans la décolonisation africaine. Abidjan se prépare à accueillir le Salon de la diaspora africaine du 6 au 8 mars. Un événement majeur pour les entrepreneurs et investisseurs africains du monde entier. L'objectif, renforcer les liens entre les diasporas et le continent et explorer les opportunités économiques. Le 8 mars marquera la journée internationale des droits des femmes, une date clé pour mettre en lumière les combats pour l'égalité et les avancées obtenues à travers le monde. De nombreuses initiatives sont prévues en Afrique, des conférences et des mobilisations. C'est la fin d'Africa News Today. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d'informations, restez sur Africa News et africanews.com.